peut être des parents. On aurait aimé avoir d'autres enfants. De toute façon, on en a plusieurs. Du coup, si tu veux, tu peux partir de la maison, on s'en fout. Je n'arrivais pas à leur parler calmement. Eux aussi, d'un autre côté, ils me répondaient avec beaucoup de violence. Je n'arrivais plus à pleurer par rapport en fait, à l'absence de mes parents, par rapport au fait qu'ils me manquaient. Et en fait, je me suis mis dans un état de je m'en fous. Ils ne veulent pas que je sois près d'eux. Ok. Je sentais beaucoup de colère aussi. Et en fait, c'est de là qu'est parti, je pense, pas mal de discuter avec mes parents. Je sais même, à un moment donné, on est même arrivé au Mans. La parole la plus marquante jusqu'à aujourd'hui, c'est un jour, ma mère m'a dit qu'elle regrettait de m'avoir mis au monde. On peut trouver un parent qui détruit son enfant avec ses paroles. Ouais. Ce parent-là, d'où il sort avec toutes ces choses? On ne peut pas concevoir qu'on met des enfants au monde et c'est nous qui les détruisons. Ouais. Et donc, en fait, il y a eu cette tension entre les deux qui venait du coup de moi et j'en avais pas conscience parce que du coup, il avait l'impression que je privilégiais ma sœur et que lui, je l'aimais pas. Mais c'est des choses qui ont duré vraiment sur plusieurs années quand même, en fait. Donc, j'aurais jamais pu croire que ça venait de là. Et une parole qui blesse, ça engendre quelqu'un de blessé. Et une personne qui est blessée a fini par blesser. On dit une personne blessée blesse les autres. Voilà. Franchement, ce thème-là, il m'a beaucoup parlé parce que toute mon enfance a été que ça. Sur ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire. Que Dieu guide les choses. Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques, 17,6% de femmes et 12,9% d'hommes âgés entre 20 à 69 ans ont déclaré avoir été victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles avant l'âge de 18 ans. Sur EGS Media, autour d'une émission intitulée « Brisé », nous nous attarderons sur les violences psychologiques. Nous verrons quelles sont les conséquences des violences verbales sur le long terme. Et pour rendre cette émission pertinente, nous sommes rentrés pour vous en relation avec des professionnels tels que des psychologues, des éducateurs de jeunes enfants, mais aussi des autorités spirituelles pour décortiquer au mieux ce fléau qui ronge non seulement les individus, mais aussi les familles sur des générations. Bien entendu, étant donné que sur LGS Media, nous donnons la parole à ceux qui ne l'ont pas, nous sommes rentrés aussi en relation avec des victimes qui ont accepté de témoigner à face cachée ou à face découverte. Des personnes qui sont aujourd'hui sur le chemin de la restauration ou qui le sont déjà, afin de vous montrer que la restauration est possible. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement devant Brisé, car vous en ressortirez restaurés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu dans mes relations avec mes parents. Du coup, pour vous faire un peu le contexte, je suis à Abidjan, en début de collège, dans la période collège-lycée. J'étais décrit un peu comme un enfant turbulent, un élève turbulent qui s'entendait vraiment pas avec ses parents, qui avait tout le temps des disputes successives, très récurrentes, avec mes parents, mon père, ma mère aussi, mes frères et sœurs. Et on n'arrivait pas en fait à comprendre d'où ça venait. Il faut savoir que moi je suis l'enfant du milieu. Je dis l'enfant du milieu, c'est-à-dire en fait j'ai des grandes sœurs, des grands frères et des petites sœurs et aussi des petits frères. Et du coup on a tendance à dire oui que les enfants du milieu ils sont souvent oubliés. Et c'est un peu dans cet état-là que je me sentais. Que je me sentais la plupart du temps. Ça m'a un peu mis à l'écart par rapport à mes frères et sœurs. Et en fait, je pense que c'est l'une des causes des disputes avec mes parents, mais ce n'est pas la seule. Premier point, il faut savoir que en fait, mes parents ils m'envoyaient souvent chez des tuteurs et tutrices pour que je puisse faire mes années d'école. Mes années scolaires, du coup, ça a commencé très tôt, dès l'entrée au collège, ensuite au lycée. Et très petit, du coup, j'étais en classe de 6e, 5e, je pleurais souvent. J'avais souvent mes parents pour les demander de venir me chercher. Je pense un peu comme tout enfant qui est éloigné de ses parents. Il a envie d'être avec eux, d'être proche d'eux, de sentir qu'il est aimé, de sentir de l'attention et de l'affection. Et en fait, je ne l'avais pas.
j'avais mon petit téléphone, j'appelais souvent mon papa. Du coup, je lui disais, bah, je veux rentrer à la maison. Mais il me laissait pas souvent, il me disait non, c'est pas possible. Et on sait tous un peu comment la vie un peu à l'extérieur, quand t'es pas chez tes parents, quand t'es chez des tuteurs, des tutrices, comment un peu la vie est difficile et comment ça se passe surtout chez nous en Afrique, parce que voilà, comme je vous ai dit, on est en Côte d'Ivoire. Le temps a passé, du coup, après 2, 3 ans, et je suis arrivé au lycée. En fait, j'avais remarqué qu'il y avait un élément déclenché qui s'est passé. Je n'arrivais plus à pleurer par rapport en fait à l'absence de mes parents, par rapport au fait qu'ils me manquaient. Et en fait, je me suis mis dans un état de je m'en fous, ils veulent pas que je sois près d'eux. Bah, ok. Et du coup, je ressentais beaucoup de colère aussi. Et en fait, c'est de là qu'est parti, bah, je pense, pas mal de disputes avec mes parents, comme je disais précédemment. Et pour revenir sur ce point-là, mes parents aussi ne comprenaient pas pourquoi je n'arrivais pas à leur parler calmement. Ils ne comprenaient pas forcément ma colère et c'est mes parents, moi, mais aussi c'est tout ce que les parents africains, ils aiment pas en fait qu'on leur tienne tête. Et du coup, eux aussi, d'un autre côté, ils me répondaient avec beaucoup de violence, des mots durs. Par exemple, on aimerait pas être tes parents, on aurait aimé avoir d'autres enfants. De toute façon, on en a plusieurs. Du coup, si tu veux, tu peux partir de la maison, on s'en fout. Plein de trucs comme ça, assez durs. Et même dans mes résultats scolaires, quand je comparais à comment en fait ils recevaient les résultats scolaires de mes frères et sœurs, c'était plus très chaleureux. Il y avait pas mal d'hospitalité. Ah oui, t'as bien travaillé. Mais quand il s'agissait d'Alex, c'était plus en mode de ok, bah, tu peux faire mieux. Tu devrais travailler comme ton frère, tu devais faire comme si. En fait, c'était comme si en fait ils voulaient que j'efface ma personnalité, en fait que je fasse en fait comme ils veulent eux, comme tous les autres enfants, comme faudrait pas qu'en fait je puisse dire comment je veux étudier ou comment ce que je veux aussi. J'étais vraiment juste subir ce que eux donnent. Après c'est compréhensif aussi, c'est des parents, mais quelqu'un d'autre pourrait dire que ils ont été un peu durs. En ce moment-là, on est quoi? On est très jeune. On n'a pas forcément le temps de faire 10 000 introspections, de se poser des questions existentielles. On vit les choses comme elles sont. Du coup, je sais que j'avais juste de la colère, juste de la haine envers mes parents. Mais envers mes frères et sœurs, j'étais vraiment très chaleureux, très amical. C'était vraiment l'affection, la vie fraternelle, quoi. C'était vraiment très bien. Mais juste quelque part, j'en voulais juste à mes parents. Et eux aussi, pas forcément chercher à comprendre, c'était vraiment, eux, leur moyen de communication, c'était vraiment bah, parler durement, insulter, la violence, et voilà. Et je sais même, à un moment donné, on est même arrivé aux mains avec mon papa. Je ne saurais pas vous dire comment ça a commencé, mais je pense que ça a commencé comme toute dispute. On a essayé de communiquer, mais vu mon état dans lequel j'étais et eux aussi, du coup, c'est parti très vite sur la violence. Et du coup, bah, je ne dirais pas que je me suis battu avec mon père, il m'a juste donné des coups. Parce que j'ai pas envie de répondre à mon père, même si je suis très en colère. Mais avec le temps, cette situation, tout ça a passé. Et c'est ce que moi je trouve très bien dans notre génération aujourd'hui. On a l'occasion, on a la chance de se poser des questions, de prendre le temps de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, de digérer ce qu'on a vécu et de pouvoir trouver des façons, pas forcément des solutions à nos traumatismes, mais au moins de pouvoir en parler, de pouvoir les faire ressortir, en fait de les comprendre. Et après avoir vécu, je dirais, plus de 8 années, ouais, 8 années dans cet état de colère sans cesse, haine envers mes parents, parce que quelque part je me sentais pas aimé, parce que quelque part on avait tout le temps des disputes, je recevais peu d'amour de mes parents, c'était vraiment que des mots durs. Je me suis posé la question de savoir en fait
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je veux que ça continue comme ça avec mes parents ou est-ce que je les aime encore? Parce que toutes les réflexions qu'ils ont eu à me dire ou toutes les phrases assez dures, on va pas se mentir, elles touchent, elles blessent et ça me travaille. C'est-à-dire c'est pas des trucs qu'on va oublier. Moi j'entends des phrases comme on aurait aimé avoir d'autres enfants ou si tu veux tu peux partir. Du coup en fait je me dis quelque part, c'est quoi l'élément déclencheur? Est-ce que je peux comprendre ce qui s'est passé? À quel moment en fait un parent dit ça à son enfant? C'est dans cette optique-là que je me suis essayé de comprendre en fait. Je ne sais pas si d'autres personnes appelleront ça traumatisme, trauma. Ça peut être ça, ça peut être ces mots-là. Mais je me suis mis en fait à réfléchir par rapport à tout ça. J'avais déjà compris que toute ma couleur en fait de tout ce que je ressentais dans ma période, je dirais, jeune adolescent, adolescent. C'était vraiment du fait que quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune au début de mon collège, en fait, je ressentais cette absence-là. Mais en fait, je me suis demandé d'où est-ce que ça venait par rapport à mes parents, pourquoi ils étaient aussi durs avec moi, pourquoi en fait j'étais absent en fait dans leur calcul par rapport à leurs enfants. Et je me rappelle un jour, j'ai demandé à mon papa pourquoi en fait on n'a jamais fêté mon anniversaire. Parce que chez nous, il y a mon grand frère, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, comme j'ai dit. Et en fait, on n'a jamais fêté mon anniversaire à moi, mais on fêtait l'anniversaire de tous les autres. Et du coup, je lui ai demandé, mais attends, mais pourquoi on n'a jamais fêté mon anniversaire? Il m'a dit, bah, chez moi, dans ma vision des choses, on ne fête pas l'anniversaire des garçons. Ça sert à rien. Sauf qu'en fait, moi, j'ai un grand frère. Du coup, je lui demande, mais attends, mais mon grand frère, on fête son anniversaire à lui. Pourquoi en fait il me dit, bah, lui, c'est parce que c'est le premier enfant, donc il est légitime qu'on fasse son anniversaire. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est moi qui n'ai pas de chance d'être vraiment le garçon du milieu à qui on n'a jamais fêté l'anniversaire en fait. Et quelque part, ça m'a. Je ne saurais pas vous dire comment ça m'a influencé le fait qu'on ne fête pas mon anniversaire, mais j'ai des exemples. Je ne sais pas comment ça s'est transmis, mais par exemple, aujourd'hui, quand je vais dans un anniversaire ou dans un mariage, j'aime pas les gâteaux. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a des traumatismes qu'on vit qui vont pas forcément nous affecter. C'est pas parce que mon père il veut pas fêter l'anniversaire des garçons que moi aussi je vais pas fêter mon anniversaire. En fait, ça va vraiment je dirais, se modéliser en fait une autre forme. Moi, par exemple, j'aime vraiment pas les gâteaux, tout ce qui est gâteau d'anniversaire. Pourtant, j'ai bien fêté l'anniversaire de mes amis et tout, même si j'oublie souvent. Quand j'ai creusé un peu par rapport à mes parents, parce qu'en fait, je voulais savoir pourquoi ils sont aussi durs. Pourquoi surtout nous, nos parents, ils sont pas dans la communication. Quand nous, enfants, on est beaucoup plus jeunes, on cherche un peu à avoir cette communication. Petit, je voulais avoir cette communication avec mon parent, avec mon papa. En fait, je le voyais, c'était mon papa, c'était mon héros comme tous les enfants, comme tous les gamins. Je voulais être proche de lui. Je voulais avoir cette proximité, cette communication avec lui. Mais il n'était jamais présent. Après, bon, il a ses raisons. Il n'était pas souvent présent, il n'était pas souvent dans la communication. Et du coup, moi aussi, ça m'a amené à me renfermer sur moi-même, à cacher des choses, à pas dire. Et du coup, en fait, à garder cette culpabilité en moi, cette honte aussi, et cette inquiétude-là. Et du coup, il y a vraiment un gouffre en fait, qui s'est créé dans la relation entre moi et mes parents. Je peux dire que je suis qu'une victime, mais je ne le dirais pas forcément. Mais c'est forcément, ce gouffre-là, il a été créé, cette séparation, en fait, elle a été mise en place par l'action de mes parents et moi aussi par comment en fait, j'ai réagi. Mais je ne pense pas qu'on puisse mettre la faute sur un enfant. Juste, on subit, en fait, on s'adapte par rapport en fait, à ce que le parent en fait, nous transmet. Si mon père n'est pas très dans la communication, moi aussi je ne vais pas souvent avoir l'habitude d'aller vers lui pour pouvoir lui communiquer les choses dont j'ai envie de parler. Et du coup, ça a créé plein de conséquences. Comme quoi, je faisais plein de bêtises que je cachais. Je commençais à être un peu tête dure, comme on dit chez nous. Des enfants truands, un peu bandits. Je faisais des choses qui n'étaient pas forcément bien. Juste parce qu'en fait, j'ai pas pu communiquer avec mon papa ou ma maman. Ils n'ont pas pu en fait me dire exactement ce qu'il fallait faire au bon moment. En réfléchissant un peu plus, je me suis dit
est-ce qu'en fait, c'est légitime en fait pour nous aussi de toujours accuser nos parents? Nous, on a l'impression, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on exprime en fait, ce qu'on comprend en fait à travers les échanges avec nous. On dit qu'ils sont vraiment très durs avec nous. Mais je me suis posé la question de ça va pas, d'où ça venait. Du coup, je me répète, j'avais dit ça précédemment. Et en fait, quand j'ai creusé, j'ai demandé à mon papa en fait pourquoi en fait j'étais tout le temps chez des tuteurs ou tutrices plus jeunes au collège ou au lycée. Il m'a dit en fait que lui aussi, parce que lui il vient d'une grande famille, une famille nombreuse avec beaucoup de garçons. Et en fait, très jeune, il a quitté la maison familiale. Très jeune, il a quitté la maison familiale. Et il faut savoir que nous, nos parents ils sont nés dans les années 50-60. Et dans les années 50-60 en Côte d'Ivoire, il y a eu pas mal de révolutions par rapport à l'indépendance, par rapport à plein de choses. Et du coup, je me dis, en fait, quelque part, même si mon papa, il s'entendait pas avec son papa à lui, parce qu'il a, du coup, il a dû quitter la maison très jeune. Du coup, en fait, mais c'est pas, ça explique pas en fait le fait de pourquoi en fait il veut mettre en fait cette distance entre lui et moi. Quelque part, je me suis posé la question de comprendre en fait cela. Je me dis en fait c'est par rapport à tout ce qu'ils ont traversé, parce qu'on va pas se mentir, quelqu'un qui a vécu plein de révolutions, qui est passé par la guerre, vous savez, la guerre civile en Côte d'Ivoire dans les années 2000, dans les années 2010 aussi, il aura pas forcément tendance à venir poser 10 000 questions existentielles par rapport sur ces traumatismes à lui. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que ses enfants puissent manger suffisamment, puissent dormir au chaud et aller à l'école. Quelque part, ils font en fait ce qu'ils pensent être le mieux pour nous, ce qu'ils pensent être le mieux par rapport à ce qu'eux, ils ont connu de la vie. C'est comme je disais avant, nous, on a vraiment ce temps-là, on n'a pas vécu de guerre, de révolution, on a le temps d'être à l'aise, de pouvoir réfléchir à tout ça. En tout cas, une leçon que j'ai apprise, c'est qu'en fait, chaque génération en fait, transmet des traumatismes en fait, à la génération suivante. Et la génération de nos parents, certes, c'est pas une excuse, c'est pas, ça excuse pas ce qu'ils ont fait, mais la génération de nos parents, ils ont vraiment pas eu le temps en fait de vraiment se poser les questions de comment être un bon parent, comment, déjà ça, il n'y a pas de livre qui explique exactement comment être un bon parent, il n'y a rien qui explique comment éduquer un enfant parfaitement, voilà. Du coup, eux, en fait, aussi, ils n'avaient pas le temps de se poser et réfléchir aussi à tout ça. De se dire, est-ce que j'ai subi des traumatismes moi-même? Est-ce que je ne vais pas les transmettre à mes enfants? Et si j'ai vécu tel ou tel traumatisme, qu'est-ce que je devrais faire? Eux, dans la tête, c'est vraiment, j'envoie mes enfants à l'école, c'est bon, tant qu'ils mangent, c'est bon. Et du coup, quelque part aussi, ils vont pas avoir cette tendance ou cette habitude aussi à se poser des questions existentielles pour nous. Est-ce que mon enfant va bien dans sa tête? Est-ce que je lui ai dit des mots durs? Est-ce que ça va le toucher émotionnellement? Ou est-ce que ça aura des répercussions sur sa vie d'après ou dans l'avenir? J'ai lu dans un livre que j'ai oublié déjà. En fait, c'est une dame qui allait voir son psychologue. Là, je vous donne un exemple, hein, qui allait voir son psychologue. Et en fait, disait en fait que son papa lui racontait en fait l'histoire du chien et du parapluie. Je vais être très bref. En fait, c'est une petite fille qui se promène avec son chien. Et du coup, en fait, il y a un parapluie en fait sur la route. Et le chien, en fait, bah, c'est un chien. Il avale en fait ce parapluie-là. Sauf que là, il se met à pleuvoir. Et en fait, le parapluie il se rappelle que c'est un parapluie. Et il s'ouvre dans le ventre du chien. Et malheureusement, bah, le chien il meurt. Quand papa il finissait d'expliquer cette histoire en fait à sa fille, en fait il lui disait bah, bonne nuit et du coup il partait. Sauf qu'en fait, en creusant, en fait, on a retrouvé que ce papa en question, quand il est né, bah, en fait, sa maman est morte à l'accouchement. Et du coup, en fait, cette histoire, en fait, c'était en fait pour passer sa culpabilité, pour passer son deuil. C'était une parabole en fait pour passer lui son deuil par rapport en fait à la mort de sa maman. Parce qu'en fait, il se sentait coupable de la mort de sa maman parce qu'il est venu en vie
et sa maman est morte. Du coup, en fait, quand on fait le parabole par rapport à l'histoire du chien et du parapluie, en fait, c'est simple parce qu'en fait, un parapluie, c'est un parapluie. Il n'a pas demandé à être un parapluie. Du coup, il souffre quand, quand il pleut. C'est pas aussi pour un enfant qui arrive, en fait, qui naît, qui sort du ventre de sa maman, quand bah, il arrive à terme, du coup, quand la maman arrive à ses 9 mois. Pour lui, c'était vraiment bah, une manière, en fait, de se dire, bah, je ne suis pas coupable de la mort de ma maman. Et du coup, juste, je suis venu au monde et vraiment, elle est morte, voilà, c'est la vie. Sauf que bah, cette petite fille, elle a grandi. En fait, elle arrive pas à avoir d'enfant. Et du coup, on se demandait, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ce traumatisme en fait que le papa en fait il a vécu en fait qui s'est transmis à la jeune dame qui aujourd'hui jusqu'à à la ménopause parce qu'elle arrive à la ménopause n'arrivait pas à avoir d'enfant. Quand j'ai compris cela, je me suis posé pas mal de questions par rapport oui aujourd'hui à ce que je ressens et à ce que mes parents ont vécu. Certes aujourd'hui on a tendance vraiment à se plaindre, à se dire bah nos parents ils sont assez durs avec nous, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que eux aussi ont vécu pour être aussi durs avec nous? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que si on avait vécu ce que eux ils avaient vécu, on n'agirait pas de la même manière? Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient vécu autre chose? Est-ce que tu penses avoir retrouvé ce lien-là avec tes parents? Est-ce que tu penses que tu pourrais dire qu'il y a cette restauration aujourd'hui avec tes parents, malgré tout ce qu'ils t'ont dit et tout ce qu'ils ont pu te faire subir étant plus jeune? Aujourd'hui, en ayant vraiment beaucoup plus de recul sur la situation, j'ai grandi, j'ai mûri, je pense, et aussi avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai pu adoucir mon cœur, je vais dire, par rapport à cette haine, cette colère que je ressentais envers eux. Et je pense que c'est vraiment, lorsque je me suis vraiment rapproché de Dieu, lorsque j'ai vraiment changé, donné ma vie à Jésus, en fait, que même si c'était pas facile, hein, quand j'ai commencé à donner ma vie à Jésus, vraiment, j'étais encore dans cette violence-là, dans cette haine, dans cette colère envers eux. Mais ça a pris du temps, mais ça a pris le temps qu'il fallait, en fait, parce que, on va pas se mentir, nos parents, ils vont pas vraiment faire le premier pas pour venir vers nous, pour essayer d'arranger les choses. Eux, pour eux, c'est eux les parents. Ils ont raison sur toute la ligne. Ils sont des dieux sur terre. Ils te disent A, c'est A. Et du coup, en fait, je savais qu'il y avait pas mal de travail à faire sur ce côté-là. Je me disais, bah, comment, certes, aujourd'hui, moi, de mon côté, j'ai pu changer pardon, cette haine que je ressentais, mais je me dis, en fait, comment arranger les choses avec mes parents. Et vraiment, je ne pourrais pas vraiment vous dire exactement dans les détails. Je peux vous juste dire que vraiment, c'est avec le temps. Mais j'ai pu me rapprocher de mon père, lui poser des questions assez simples, comme la question de l'adversaire. Essayer d'échanger avec eux, pas forcément venir les voir et leur dire directement que ah, vous avez été dur avec moi, mais essayer de parler un peu plus avec eux. Certes, l'étape de la communication quand j'étais enfant, quand je cherchais à communiquer, quand je cherchais à ce que mes parents soient en même temps mes amis, soient en même temps mes confidents, elle était passée. Mais je me dis en fait, on a encore du temps devant nous, on est jeunes, mes parents, ils sont encore en vie. Par la grâce de Dieu, qu'est-ce que j'attends? J'ai encore la chance d'avoir mes parents près de moi. Je peux encore changer les choses. Et vous savez, j'ai commencé à me rapprocher d'eux. J'ai commencé par des petites manières. D'y voir ma maman. Ah maman, tu cuisines quoi? Je veux bien apprendre à cuisiner. On rigole. Essayer vraiment de me rapprocher un peu, même si bon, il y a eu des hauts, des bas. Souvent ça allait très bien. Souvent, tu as des jours où il y a cette haine-là qui revient. Eux aussi, ils sont tout le temps sur la défensive parce que c'est eux, les parents, c'est eux qui ont toujours raison. Du coup, il y a des mots durs encore qui sortent. Mais vraiment, c'est avec le temps, j'ai pu vraiment me rapprocher d'eux, discuter de petits, de vraiment de tout et rien. Hein. Et ça a pris le temps que ça a pris. Mais pour vous dire, aujourd'hui, je peux parler avec mon papa et ma maman très bien. Récemment, il y a eu une situation qui s'est passée à la maison, en Côte d'Ivoire. Il y a des gens en fait qui ont agressé ma maman. Ça date même pas il y a 2 semaines. De tous mes frères, de toute ma famille, la première personne qui a été contactée, c'est moi. Ma maman m'a appelé pour savoir ce qu'on devait faire. Papa aussi m'a appelé pour savoir ce qu'on devait faire. Petite parenthèse, j'étais vraiment dans une grande colère.
Mais ma maman m'a parlé, elle m'a calmé. Et en fait, j'ai pu faire jouer mes contacts, du coup, appeler des gendarmes et tout, pouvoir porter plainte contre ces gens-là. Et même pour vous dire, mon papa il m'a appelé à plusieurs fois, même pas plus tard, qui me demandait qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ci ou ça. Donc pour vous dire que oui, je pense pas qu'aujourd'hui j'ai pu soigner, rétablir totalement ma relation avec mes parents. Mais je dirais que on est en de bons termes. On a pu sauver, oui, en quelque sorte pas, je dirais pas 60%, mais on est sur le bon chemin. Et ça, vraiment, faudrait se dire que ça doit venir de nous. Et puis nos parents sont très durs, ils sont très fermés, ils sont vraiment dans cette mentale de, voilà, c'est nous les parents, c'est à nous aussi de vraiment formuler en fait notre manière de communiquer avec eux, notre manière de passer le message avec eux. Comme ça, en fait, ils vont essayer en fait de nous comprendre, ils vont essayer de nous entendre et on va essayer d'arranger les choses entre eux et nous.